Agentic AI, attention, c'est la nouvelle tendance qui monte, nous dit-on. Alors pour en parler, Véronique Ventos est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Delphine. Vous êtes chercheuse, cofondatrice de Nukai, également maître de conférence au laboratoire de recherche en informatique. Nukai, on a déjà présenté Nukai plusieurs fois dans Smartech, mais je le refais avec grand plaisir. Donc spécialisé dans l'IA, connu pour avoir conçu l'IA qui a battu les champions du monde de bridge. C'était en 2022 et qui propose des modèles pour résoudre des problèmes complexes et donc qui fait de l'Agentic AI. À côté de vous, Jean-Baptiste Bouzige, bonjour. Bonjour. Vous êtes président, fondateur d'Equimetrix. Alors, c'est aussi une pépite française spécialisée dans la data science. Vous êtes un des leaders même en Europe sur ce sujet et vous fournissez également des solutions AI. Alors, je voulais déjà qu'on commence peut-être par la définition. Qu'est-ce que c'est l'Agentic AI ou l'IA agentique? Définition, s'il vous plaît. Qui se mouille. Véronique. Bon, alors évidemment... effectivement, tout le monde y va de sa définition. Donc, ça va être un petit peu facile parce que, comme vous l'avez dit, on a créé Nukai pour développer ce genre de méthode. Alors, à l'époque, on appelait ça IA nouvelle génération. Mais pour faire simple, l'IA des agents, ça va être un ensemble en fait d'IA, un ensemble d'IA différentes, de domaines différents, qui vont travailler ensemble, qui vont collaborer. Et un des agents, pour nous, très important, c'est évidemment l'humain, qui sait encore faire beaucoup de choses que les agents ne savent pas faire. Et l'idée, c'est de créer des équipes d'agents qui vont résoudre ensemble, avec leurs forces et faiblesses, des problèmes complexes. Votre définition, est-ce que vous avez des précisions à apporter peut-être? Oui, je pense que tout le détail qui fait toute la différence, c'est à quel point, dans le comment, on considère que ces agents sont autonomes. Voilà, je pense que c'est le grand raccourci qu'on a beaucoup dans les grandes promesses du moment. Et notamment mettre l'humain dans la boucle, je pense que c'est un point extrêmement important. Et si on veut, il y a eu avec les IA génératives aussi, on a beaucoup parlé de Retrieval Augmented Generation, donc RAG. Et en fait, la complémentarité des deux, parce que je pense que dans les agents, il peut y avoir des choses qui utilisent du RAG, c'est que l'agent est censé prendre une décision, donc quelque chose qui est finalisé, qui est vraiment un business outcome, pour parler toujours bien français, là où le RAG va surtout informer la décision et chercher à par exemple, tuer les hallucinations, être le plus précis possible. Voilà. Alors, on peut peut-être reprendre quand même encore plus en amont le sujet, parce que vous nous parlez de l'IA générative. Bon, déjà, est-ce que c'est lié? Est-ce que ce sont deux technologies qui sont liées? Est-ce que c'est l'IA générative qui permet de faire de l'Agentic AI? Déjà, ça, c'est une question. Et ensuite, dans l'Agentic AI, vous l'avez dit, Véronique, il y a le mot agent. Jusqu'ici, on n'employait pas le terme d'agent pour parler justement des IA génératives. On parlait plutôt de bots, de chatbots, d'assistants personnels, d'assistants vocaux. Donc, quelle est la différence entre les deux, entre ces IA avec lesquelles on converse et ces agents? Alors, en fait, je pense qu'on utilise le mot agent pour, en fait, un petit peu faire passer le message que les méthodes, donc des choses qui sont codées, pour faire simple, que ce soit une IA générative ou d'autres types d'intelligence artificielle, derrière, il y a du code. Oui. Et en fait, on va concrétiser par rapport à des tâches, j'ai l'impression. Ça veut dire que pour nous, en fait, toutes les IA génératives, c'est un ou plusieurs agents en particulier. Mais il ne faut pas être guidé par le fait d'écrire ou de définir des agents. On construit une boîte à outils. On récupère évidemment tous les agents qui existent également, parce qu'on ne refait pas la roue, quoi. Et on va mettre ensemble donc, ces agents qui sont des codes, ça peut même être des robots physiques, D'accord. des humains. On les met ensemble un petit peu comme une équipe d'humains, en fait, qui va à résoudre un problème. Donc, ça veut dire qu'une IA générative, une IA de type... C'est un peu finalement un pion dans la chaîne d'intelligence. Exactement. Qui va me permettre de résoudre mes problèmes. Exactement. Chaque agent est un pion qui va Chaque me agent permettre de progresser dans la résolution des problèmes. Et pour ça, il faut qu'ils soient capables de collaborer. Et Entre chaque agent. Et il faut qu'ils soient capables d'expliquer leur prise de décision, de repérer les faiblesses des autres agents
Et au final, ce sera soit un agent, soit un humain qui prendra la décision suivant le problème, en fait. Ok. Mais là où Et sur la question de est-ce que c'est lié au progrès des IA génératives ou non? Oui, ce qu'ont permis les IA génératives, c'est que comme là, on parle en fait d'orchestrer des processus de décision et d'avoir des chaînes, en tout cas de s'approcher le plus possible d'une couche de raisonnement, les IA génératives ont permis de peuvent générer elles-mêmes des protocoles de prise de décision. Et c'est là et encore une fois, c'est là où il faut être dans le design de ces solutions extrêmement fin, parce que les systèmes complètement autonomes qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, en fait, on a eu des tentatives de systèmes où on aurait eu plusieurs agents qui chacun se spécialiserait, et puis en fait on se rendait compte que la spécialisation elle marchait pas très bien, donc on se rend compte que c'est mieux de leur assigner des tâches et de les spécialiser, de leur dire, donc ils sont hyper spécialisés en fait, tous ces agents. C'est mieux, c'est mieux de penser spécialisation, en tout cas ce qui aujourd'hui dans les usages les plus commoditisés fonctionne à peu près bien, c'est des choses très verticales et très productivité. Donc tout le monde prend l'exemple, ah oui, je peux avoir un assistant qui regarde mon agenda, qui fait les mails, et puis qui... Oui, mais c'est quelque chose de quand même très standardisé. Dès qu'on va sur la décision de quel va être mon plan l'année prochaine, comment je vais prendre mes décisions, où je vais mettre mes investissements, il y a beaucoup plus de contraintes, y compris culturelles, qui rentrent dans une couche de raisonnement, et qu'aujourd'hui, ni les LLM, ni les agents sur étagère n'arrivent à capturer. Oui. Donc hyper spécialisés, mais en même temps, alors où est-ce qu'ils sont attribués à des tâches finalement, c'est ça, plutôt que spécialisés dans un domaine? Je vais encore reprendre l'exemple du bridge en fait, parce que le Nook, donc, qui a battu 8 champions du monde, c'est vraiment une IA de type Agentic AI. Ça veut dire qu'en fait, on avait différents agents qui n'étaient pas spécialisés sur le bridge, mais qui sont spécialisés sur une manière de raisonner, dont des méthodes numériques. Par exemple, on a un agent qui avait appris la stratégie des adversaires, comme il pourrait apprendre autre chose. C'est une technique très générale, spécialisée, qu'on a juste instancié sur le bridge. Et on avait des modules plutôt novateurs qui permettaient de raisonner. Donc c'est un petit peu comme un bridgeur qui va utiliser différentes zones de son cerveau pour prendre des décisions et pour résoudre un ensemble de problèmes très complexes. Donc les agents, c'est plutôt spécialisé sur une manière de faire des inférences, de faire du raisonnement. Et après, quand on attaque un nouveau problème, on va l'instancier. Donc, par exemple, on a très vite transféré ce qu'on savait faire sur le bridge avec une partie de ces agents sur notre produit logistique qui permet de générer donc des choses sur de l'aérien qui n'a rien à voir avec le bridge. Donc, c'est spécialisé sur un type de raisonnement, mais pas sur un domaine en particulier. Ok, c'est très clair. Alors, justement, venons-en aux principaux usages, les premiers usages peut-être qui vont émerger. Là, vous évoquez l'aérien. Très concrètement, comment on va utiliser ces premiers agents? Je pense que déjà, on peut faire évoluer un certain nombre de techniques qui sont déjà bien implantées. Donc, tout le pilotage des plans stratégiques, donc des plans d'investissement des entreprises. On parlait de supply chain ou de maintenance prédictive, où en fait, on peut bénéficier du fait d'avoir des agents. Donc, en fait, c'est une façon différente d'orchestrer l'existant. Au lieu d'avoir quelques outils isolés, on les met dans un flux et on va se dire, tiens, pour de la maintenance prédictive, je vais avoir un agent qui est spécialisé dans la détection de défauts, un autre qui est spécialisé dans quel va être le tour de maintenance pour le coup, des agents physiques qui font le tour d'un train, comme on fait chez Getlink. Puis ensuite, quel est l'agent qui est très supply chain pour commander les pièces, etc. Donc en fait, chez nous, les domaines qu'on couvre, c'est ça, c'est la performance, comment on va mieux investir, avoir des ventes plus rentables, faire évoluer son mix produit pour le rendre plus soutenable, des choses très autour du client. Donc on connaît il y a beaucoup de choses autour de l'agent augmenté. Alors c'est plutôt que du chatbot en direct qui réclame quand même, qui comporte beaucoup de risques. On équipe l'agent, donc je sais pas moi, le conseiller bancaire qui va avoir tous les PDF avec tous les prêts possibles, mais qui doit tenir compte de la situation de son client. On va l'accompagner là-dessus et donc bien designer aussi la place que lui a dans cette architecture-là. Et puis après, tout ce qu'on appelle opération, donc
supply chain, assortiment en boutique, optimisation des flux, etc. Mais en termes d'interface, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait un des grands succès de l'IA générative, c'est que l'interface est hyper simple, hyper intuitive, unique. Est-ce que pour que tous ces agents fonctionnent ensemble dans une chaîne qui a été pensée en amont, on peut avoir une interface aussi simple et unique, ou non, il faut vraiment repenser la manière dont on va les interroger, ces agents? Alors ça, c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, quand on veut créer une équipe, il faut créer aussi des interfaces. Interfaces au sens, si on veut que les agents collaborent, il faut qu'ils puissent échanger. Donc ça va passer par des interfaces. Eh bien, la première chose très importante, ça va choquer tout le monde, mais c'est que l'humain est une interface. C'est-à-dire que l'humain, on n'est pas obligé d'avoir du tout automatique. Donc si c'est l'utilisateur, l'expert qui veut être aidé par sa petite armée d'agents, il va pouvoir les laisser se débrouiller, donc il y a une autonomie, mais il va pouvoir aussi, par exemple, requêter un LLM, etc., renvoyer la réponse. Et une interface, ça peut également passer, c'est ce que je disais, par un robot. Un robot de type, alors je ne sais pas si j'ai le droit de dire des marques, mais un robot qui a beaucoup de systèmes embarqués, beaucoup de capteurs, et qui, par exemple, pourrait récupérer des sorties d'un programme intelligent basé sur l'IA Agentic AI, et puisqu'il peut et traduire et parler, l'humain pourrait interagir avec ce robot qui représenterait physiquement les sorties de cet ensemble d'agents. Donc ça peut être les écrans, ça peut être un robot qui parle, et ça peut même être l'humain, finalement, qui va communiquer ces choses-là aux différents agents en passant par, évidemment, ordinateur. Est-ce qu'on doit taper des prompts très concrètement, en fait? Très concrètement, de toute façon, ce qu'on dit quand on parle de la couche de raisonnement et de toutes ces interactions-là, c'est que c'est quand même des sujets où le design du produit est extrêmement important. Et quand on design un produit, on pense aussi adoption. Et donc, dans l'adoption, effectivement, quelle va être l'interface au sens comment, in fine, on va interagir avec tous ces agents-là, c'est important. Effectivement, ça se fait de plus en plus en langage naturel. Il ne faut pas que ça soit un gadget. Donc, je pense que c'est extrêmement important de concevoir les systèmes. Et nous, on a eu beaucoup de retours où, chez un client, la façon dont les experts interagissaient par rapport à leurs collègues qui devaient avoir recours à la même information n'était pas du tout la même. Et finalement, les experts nous disaient, moi, avoir tout en langage naturel, maintenant, je veux pouvoir switcher et regarder les tableaux de chiffres. Voilà, je veux quelque chose qui m'aide à aller chercher la bonne information, mais je n'ai pas besoin de ça. Donc, je pense qu'il faut essayer de designer ça en se disant quel est le meilleur des deux mondes. Mais clairement, de plus en plus d'interfaces texte. Ce qui est extrêmement important, c'est pas d'avoir quelque chose qui va marcher tout seul, mais c'est quelque chose qui... Nous, on entraîne beaucoup d'agents pour poser les bonnes questions. Oui. Voilà. C'est se dire, tiens, le départ, ça peut être une question en langage naturel ou, je ne sais pas moi, une liste de commandes. Et là, on regarde les trous dans la raquette, on va poser des questions. Mais en fait, vous faites quoi? Vous faites une rénovation ou vous installez l'éclairage dans un local neuf? Est-ce que la consommation d'énergie, c'est un critère clé pour vous? Est-ce que votre local a des caractéristiques spéciales en termes de hauteur sous plafond, etc. Donc, j'entraîne un agent pour être quelqu'un qui, en faisant le tour d'un bâtiment, va faire un premier diagnostic de ce qui va être compliqué dans le projet électrique. Un agent artificiel, hein, on est d'accord? Oui, voilà. Et donc, ce design-là, c'est vraiment là où il va y avoir le débat sur l'autonomie dont je parlais au début, en fait. C'est-à-dire que les tenants de très techno-solutionnisme, mais qui vendent de la technologie très amont, vont dire ça va marcher tout seul. Et en fait, vous allez avoir toujours le même gap, qui sont les entreprises, les utilisateurs en bout de chaîne, qui vont dire bah, moi, pour l'instant, j'ai moins de 20% de mes investissements IA qui génèrent du ROI. Et au milieu, il faut des gens, j'espère, comme nous, qui designons, qui mettons la puissance brute de ces technologies qui ouvrent énormément de portes au service, qui design quelque chose qui est au service de quelque chose qui fait du sens. Alors quand vous dites on espère que ce soit nous, justement, ça c'est ma question, est-ce que les champions demain de l'Agentic AI, de l'IA agentique, ce seront les mêmes que les champions des modèles de fondation? Je ne pense pas, moi. Pourquoi? On n'est pas obligé de passer d'abord par le modèle de fondation pour devenir un champion de l'agentique?
On les utilise, mais alors Véronique, En fait, autant j'ai été assez pessimiste par rapport aux IA génératives et par rapport à la France, parce qu'il faut être clair, toutes les GAFAM ont à la fois les datas, la puissance de calcul, beaucoup d'avance. Donc, que ce soit les États-Unis ou en Chine, c'est pas notre force. Je vais parler d'un point de vue recherche, parce que derrière, avant de penser aux utilisateurs, il faut aussi penser vraiment à développer des méthodes nouvelles. On va pas rebrander des choses qui existent. D'un point de vue recherche, ça touche à des domaines qui sont un peu tombés dans les oubliettes. Parce que si on veut collaborer, si on veut raisonner, c'est pas des techniques de type IA générative, c'est des techniques symboliques et c'est pas les vieux systèmes experts, parce que c'est tout ce qu'il y a eu dans le web sémantique. Et on a des champions en France en recherche qui, pour le moment, n'ont pas succomber au charme des gros labos. Donc ça veut dire qu'on a vraiment quelque chose à jouer. Et quand on regarde au niveau des conférences internationales, les chercheurs français dans ce type de domaine sont très très bien représentés et ils sont encore sur le marché français. Donc je suis très très positive Super. Très optimiste pour l'avenir. Je vous propose qu'on termine sur justement cet optimisme. Merci beaucoup Véronique Ventose donc de Nukai et Jean-Baptiste Bouzige d'Equimetrix. Merci à tous les deux pour vos éclairages.